Ok, monsieur Nanville, vous avez la parole. Merci. Merci, chers tous. Bonsoir à toutes et à tous. Chers frères ici présents, bonsoir. J'ose croire que vous allez tous bien et que la semaine a été. Je suis bien conscient que nous sommes déjà sous l'effet de la fatigue de la semaine. Mais néanmoins, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour partager un peu quelques notions et opportunités disponibles à travers le thème que nous avons choisi, que le coach a choisi pour que nous puissions nous éclairer. Je ne vous apprends rien, c'est ce que vous savez. C'est sur ça que nous allons revenir très rapidement. Ma communication va durer environ une trentaine de minutes, ou moins, ou plus ou moins un peu plus. Ça dépendra de l'inspiration au fur et à mesure que je vais évoluer. Mais je ferai l'effort d'être vraiment restreint pour ne pas trop discourir. Alors, nous avons comme thème, si je ne me trompe pas, hein, les ONG, opportunités et atouts. Alors, je vais d'abord commencer par définir les ONG. Ensuite, nous allons revenir sur les atouts et finir par les opportunités. Donc, mon plan de développement ainsi présenté de façon schématique. Donc, dans le déroulement, il y aura la généralité, il y aura en grand 2 le domaine d'intervention des ONG. En 3, nous allons parler des postes disponibles au niveau des ONG et où trouver les opportunités. Donc, c'est comme ça nous allons procéder. Alors, de façon générale, les ONG aussi sont des sources d'emploi. Qu'est-ce que nous appelons ONG? Une ONG est une organisation non gouvernementale qui travaille pour résoudre des problèmes sociaux, environnementaux ou humanitaires sans être liés à un gouvernement. Et les ONG sont souvent créées par des citoyens comme nous hein, qui veulent aider leur communauté autrement, sans prendre forcément par les gouvernants. Et ces ONG travaillent au Bénin, dans nos localités et à travers le monde. Alors, les ONG sont caractérisées par leur indépendance, leur autonomie et leur envergure. Donc, lorsque nous prenons le domaine, lorsque nous prenons les caractéristiques telles que l'indépendance, il faut noter que les ONG sont indépendantes et ne sont en rien comme des entreprises. Non, c'est des associations entre griffes, même si parfois on confond association et ONG. Les deux ne sont pas les mêmes. Hein. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, les ONG viennent en appui, en aide pour régler des problèmes, tels que je l'ai dit au départ. Ils sont sans but lucratif, c'est-à-dire ils ne visent pas du profit, le profit. Les ONG, normalement, ne visent pas le profit. Et souvent, c'est des gens, des citoyens qui sont déjà rassasiés, je le dis de façon vulgaire comme ça, qui en réalité se mettent ensemble pour créer des ONG, pour aider, dans le but d'aider la communauté. C'est pourquoi le volontariat est promu au sein des ONG.
Les ONG sont locales et internationales. Lorsque, par exemple, vous créez une ONG ici, elle a la possibilité d'opérer au Bénin et partout ailleurs où le besoin peut se faire sentir. Alors, de façon spécifique, quel est leur rôle? Les ONG fournissent des aides aux personnes touchées par des crises ou des catastrophes. Ça, c'est juste un exemple. Et dans ce cas, on parle d'aide humanitaire. Les ONG peuvent travailler pour améliorer les conditions de vie de leurs communautés vulnérables. Dans ces conditions, on parle de développement. Les ONG peuvent œuvrer pour la défense des droits de l'homme et des intérêts de la communauté marginalisée. Dans ces conditions, on parle de plaidoyer. Le terme plaidoyer, parfois on l'utilise à tort et à travers. Peut-être lors d'une autre séance, on peut y revenir. Et nous allons parler du plaidoyer, du lobbying et du processus de plaidoyer, si le temps le permet. Même si c'est un domaine vraiment vaste, dense, on pourra quand même, si le temps nous le permet, s'il y a des opportunités, on peut y revenir et vous donner des notions clés à cet effet. Alors, les ONG peuvent aussi fournir des services d'éducation et de formation, de renforcement de capacité. Dans ces conditions, ces ONG-là interviennent dans le domaine de l'éducation. Vous voyez? Donc, entre autres rôles que jouent les ONG, voilà les quelques cas que nous pouvons ressortir. Alors, quelle différence y a-t-il entre ONG et association? La différence, elle n'est pas aussi grande. Les ONG, que nous appelons organisations non gouvernementales, sont souvent internationales et travaillent pour résoudre des problèmes globaux ou dans plusieurs pays, peuvent intervenir dans plusieurs pays, mais essaient de résoudre des problèmes globaux et font souvent référence aux ODD à travers les politiques nationales, les documents de politique et les documents stratégiques élaborés par les pays dans lesquels ces ONG-là interviennent. Ça veut dire que lorsqu'une ONG veut opérer, il ne va pas se lever et chercher un problème simplement et résoudre ex nihilo. Il se base d'abord sur les problèmes qui existent en lien avec les ODD et en même temps va fouiller au niveau des documents de politique élaborés par le pays afin de s'arrimer aux orientations des pays, des gouvernants. Alors, les associations sont souvent également à but non lucratif et souvent locales. Et elles du moins, travaillent pour résoudre des problèmes spécifiques dans une communauté ou dans un pays. Parfois, les associations sollicitent l'aide des ONG pour intervenir. Les ONG, parfois, dans leur intervention, s'appuient sur les associations pour travailler, afin d'assurer la pérennisation des acquis de ce projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque, par exemple, je suis une ONG et je décide, je constate que, bon, il y a la malnutrition qui sévit, le gouvernement essaie de résoudre ce problème sans y arriver. Parce que, pour plusieurs raisons, il y a l'instabilité, il y a les ressources qui manquent, il y a la structuration qui ne permet, qui ne facilite pas de résoudre ces problèmes-là. L'ONG recherche des financements après avoir élaboré des projets. Parfois, c'est des ONG internationales qui rédigent
des, des idées qui proposent des idées de projets que les ONG prennent, élaborent des projets types qu'elles soumettent et après avoir été sélectionnées, reçoivent des financements pour appuyer le gouvernement dans ces localités. Dans ces conditions, lors de la mise en œuvre aujourd'hui, le focus est beaucoup plus fait sur la pérennisation des acquis. Par le passé, les donateurs donnaient juste de l'argent et les gens s'accaparent au lieu d'aller sur le terrain, faire le travail comme cela se doit, se mettre plein la poche. Et c'est lorsqu'on sent que le partenaire veut venir pour vérifier rapidement, on colmate quelques brèches là pour montrer au partenaire que le travail est fait. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a les questions de redevabilité qui entrent en jeu. Et focus est fait sur la gestion judiciaire et la redevabilité. Alors, je reviens sur association et ONG. Lorsque l'ONG là commence par travailler sur le terrain, parfois il demande à rencontrer les responsables des associations qui existent dans la localité afin de les renforcer, de renforcer leur capacité dans ce domaine, afin que lorsque le projet sera à terme, pour que ces associations-là puissent prendre la main et continuer avec la dynamique laissée. Et c'est ça qui est en vogue aujourd'hui. Donc, voilà un peu la différence qu'il y a entre ONG et association. Les mots-clés qu'on peut retenir à ce niveau, c'est l'échelle, l'objectif et le financement. Au niveau de l'échelle, les ONG, comme je l'ai dit au départ, sont souvent internationales, tandis que les associations sont locales. Je viens de le dire tout à l'heure. Deuxième chose, les objectifs sont souvent plus larges et plus globaux au niveau des ONG, tandis que les associations ont des objectifs plus spécifiques et locaux. C'est ça la différence. Maintenant, les ONG peuvent recevoir des fonds de gouvernement et d'organisations internationales, alors que les associations ne peuvent que dépendre des dons et des subventions locales. Vous voyez la différence? Ça veut dire que l'État même peut décider de régler un problème. N'étant pas bien structuré, n'étant pas expérimenté dans le développement communautaire, recrute parfois des ONG pour mettre en œuvre ces projets, programmes-là. C'est l'exemple, par exemple, du projet PNDPE, projet de nutrition et de développement de la petite enfance. C'est l'exemple, par exemple, du projet PMASN, qui est le grand-père, si je peux m'exprimer ainsi, du projet PNDPE. Le PMASN, c'est le projet de nutrition et de développement, c'est le projet de PMASN, projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition. Vous voyez, ce projet-là a été piloté par le gouvernement sur fonds propres pour montrer aux structures internationales qu'il est conscient du problème de nutrition qui se pose dans son pays et a sollicité de l'aide. Et en venant à l'appui, la Banque mondiale a octroyé un don avec l'idée de projet non seulement de la nutrition, mais également du développement de la petite enfance. Et ce projet a démarré. Les ONG ont été recrutées pour mener ces projets avec un conseil national de la nutrition qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir avoir un regard sur ce dispositif-là, sur la mise en œuvre, sur le fonctionnement et l'atteinte des objectifs. Donc, comme je l'ai dit, association, ONG, voilà la différence qu'il y a et voilà les mots-clés sur lesquels il faut faire focus pour pouvoir faire la différence entre association et
organisations non gouvernementales, même si les deux sont à but non lucratif. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que d'autres ont des idées lucratives derrière, mais créent d'ONG parce que par là, on essaie d'éviter fisc et autres. Mais aujourd'hui, le gouvernement est en train de remettre de l'ordre dans ce désordre qui, qui date de quelques dizaines d'années. Alors, nous allons maintenant revenir sur les domaines d'intervention, même si je l'avais déjà dit de façon brève euh, dans mes mots introductifs tout à l'heure. Alors, nous avons plusieurs domaines d'intervention des ONG. Et nous allons juste rappeler quelques domaines. Nous avons le domaine d'aide humanitaire et développement. Nous avons l'environnement. Nous avons droits de l'homme, souvent des droits humains. Et nous avons la santé. Il y a aussi l'éducation. On ne doit pas occulter l'éducation et le renforcement de capacités. Après ça, il y a l'autonomisation. Mais c'est, comment on appelle ça, ces domaines que je suis en train de citer après la santé sont des domaines qui parfois sont fondus dans d'autres domaines, dans les domaines humanitaires au-delà et développement que je viens de citer plus haut. Parce que qui parle de développement doit parler forcément de l'éducation. Vous voyez, donc, il y a de ces réalités. Mais aujourd'hui, une ONG ne peut pas se mettre en place, une ONG ne peut pas exister s'il n'a pas une vision, une mission et des domaines clairs et spécifiques. Avant, les ONG mélangeaient tout. Mais aujourd'hui, l'État dit stop. Choisis ton domaine pour qu'on sache. Lorsqu'on veut intervenir dans la santé, on aille piocher dans les ONG qui travaillent au niveau, qui sont spécialisés en santé. Lorsqu'on veut recruter ou bien exploiter des ONG qui interviennent dans les droits, qu'on sache que voilà les ONG qui sont dans le domaine. Mais on embrasse plusieurs domaines. L'État est en train de régulariser, de réglementer ce truc-là. Bon, c'est bien dommage hein, parce que lorsqu'on réduit le champ d'action des ONG, on les prive parfois de financement parce que lorsque je prends le cas de mon ONG, par exemple, ONG Autre Vie, nous autres, nous travaillons par exemple dans le domaine de la nutrition, la santé. Nous travaillons dans l'environnement, nous travaillons dans le changement climatique. Voilà, changement climatique et agriculture. Ouais. Nous travaillons dans renforcement de capacité et autonomisation. Nous travaillons encore dans quoi? Donc voilà, bref. En fait, c'est sur 6 axes. Nous travaillons sur 6 axes. C'est ça que je viens de citer. Donc, cela montre que de jour en jour, les gens sont en train de toiletter et réduire les champs d'action afin de faciliter les spécialités et permettre à ce que les jeunes soient vraiment plus efficaces dans les interventions. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les différents domaines d'intervention. Alors, lorsqu'on prend le domaine aide humanitaire et développement, nous avons les ONG telles que Médecins sans frontières, Oxfam du moins, et le Conseil danois pour les réfugiés, DRC, qui recrute des professionnels pour des missions d'aide, d'urgence et de développement. Quand on prend par exemple le domaine de l'environnement,
Nous avons les ONG telles que Greenpeace, WWF, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IU, l'IUCN, qui parfois recrute des experts pour protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique. Ça, c'est leur spécialité. Lorsque nous abordons les droits de l'homme, à ce niveau, nous pouvons citer les ONG telles que Amnesty International, que tout le monde connaît, Human Rights Watch et International Recourse Committee, c'est ça, hein, l'IRC. Et ces ONG-là recrutent des professionnels pour défendre les droits de l'homme et soutenir les communautés vulnérables. Dans le domaine de la santé, nous avons l'OMS et l'ONG PATH. Il y a aussi l'UNICEF qui intervient dans ce domaine. L'UNICEF intervient également dans le domaine des droits humains. Donc, il y a ces ONG-là parfois qui sont à cheval sur 2 ou 3 domaines. Il y a CARE International également qui intervient sur plusieurs domaines. Donc, voilà. Alors, je vais d'abord, avant d'aborder les postes disponibles au niveau des ONG, je vais d'abord aborder très brièvement le statut d'une organisation non gouvernementale, que ce soit nationale ou internationale. Mais de toutes les façons, retenons que quand on dit ONG, elle a la possibilité, non seulement lorsque elle s'installe bien et fonctionne comme cela se doit, elle peut étendre ses tentacules dans d'autres pays à travers la demande d'accord, cadre, des, des documents déjà quand même hein, au niveau du pays d'accueil devenir une ONG internationale. Donc, avant d'être ONG internationale, il faut d'abord être ONG nationale et progressivement, en étant cette tentacule vers d'autres pays. Alors, quand on prend une organisation, nous avons l'Assemblée générale qui a le plein pouvoir, qui donne ses prérogatives au conseil d'administration, qui lui aussi donne ses prérogatives en fonction du cas hein, à la direction exécutive ou à la coordination exécutive pour gérer de façon technique les, pour assurer du moins la gestion technique des ONG. C'est ça qui fait que vous allez constater que au niveau des ONG, c'est le conseil d'administration qui statue, qui met en place le dispositif de fonctionnement. Et au sein des ONG, dans leur fonctionnement, nous avons un directeur exécutif ou coordonnateur, ça dépend. Chaque ONG a sa configuration. Et souvent, c'est direction, directeur exécutif, qui a maintenant son staff qui lui permet de fonctionner et rendre compte au conseil d'administration qui gère les problèmes techniques avec la direction exécutive ou bien la coordination exécutive. Et maintenant, en assemblée générale, ce conseil d'administration rend compte. Voilà comment ça fonctionne. Donc, les citoyens, comme nous l'avons dit au départ, qui se mettent ensemble pour créer les ONG, pour créer l'ONG, essaient quand même de travailler. Et c'est en assemblée générale qu'ils désignent les membres du conseil d'administration qui vont assurer les travaux techniques avec l'appui des services techniques de la direction exécutive. Alors, au niveau de la direction exécutive, si je prends cet exemple, nous avons le directeur exécutif, le directeur pays, si vous êtes dans un autre pays, il y a des départements, il y a le département programme, et au niveau du département programme, on a les projets. C'est ce département qui s'occupe des projets, des différents projets, puisque l'ensemble des projets donne les programmes. Pour avoir cette configuration dans la tête. C'est pourquoi on parle de département programme. C'est à ce niveau que se joue surtout
le rôle de recrutement et utilisation du personnel administratif, du personnel terrain. C'est à ce niveau-là là, que le jeu technique se fait, l'élaboration des projets, la mobilisation des ressources. Beaucoup de ces choses-là là, se font au niveau de cette direction. Le suivi, ce niveau, ça se gère. Alors, après ça, il y a le département administratif et financier, dirigé par le responsable du département ou le directeur du département, ça dépend de la configuration de l'ONG. Tout ça là, c'est déjà au niveau du statut et règlement que cela est fait. Donc, j'avais parlé tout à l'heure du département programme, dirigé souvent par un directeur de programme, dont je suis l'exemple. Il y a le directeur administratif et financier qui gère tout ce qui est administratif, tout ce qui est secrétariat, finance, c'est à ce niveau-là que ça se base. Il y a aussi le département communication et visibilité. Donc, à ce niveau, euh, c'est en fonction des moyens au fur et à mesure que les structures là, se mettent en place. Hein. Il y a aussi le département, euh, bon, je crois que c'est les clés hein, que je viens de citer. Il y a d'autres encore, d'autres structures qui sont mises en place pour le bon fonctionnement des, des ONG. Donc, si nous avons cette configuration au niveau des ONG, mais les mélanger les uns des autres permet à ce que l'ONG puisse élaborer des projets, avoir des fonds à gérer, rendre compte, être visible. C'est pourquoi j'ai parlé de département programme, département administratif et financier, cellule de communication. Ouais, non. Et la cellule de communication assure la visibilité de la structure. Maintenant, nous pouvons aborder les postes disponibles au niveau des ONG. De façon générale, tenant compte de la configuration que je viens de donner tout à l'heure, nous avons souvent la gestion de projet, nous avons l'administration et finances, nous avons la communication et le plaidoyer, nous avons la santé et la médecine, nous avons la logistique et ressources humaines. Voilà. Ouais. Donc, voilà souvent les postes qui sont disponibles. J'irai un peu en détail au niveau de chaque poste disponible. Lorsque je prends la gestion, par exemple, je prends par exemple la gestion des projets. À ce niveau, nous avons les coordonnateurs de projet, les responsables de projet, les chargés de projet. Souvent, les chargés de projet sont souvent appelés aussi coordonnateurs de projet. On les appelle souvent CPCP. C'est dans ce lot, en fonction des expériences, qu'on désigne les... Excusez-moi, hein, un instant rapidement, je vais répondre à celui qui m'a appelé. OK, je crois que c'est bon, excusez-moi, hein, merci. Donc, il y a les coordonnateurs, chargés de projet, les responsables programme, directeur programme, coordonnateur de programme, etc. Donc, les technologies, ça dépend. Donc, le directeur de programme, lui, s'occupe de tout ce qui est projet dans la maison, tout ce qui est projet. Il peut avoir 20 projets, c'est lui qui s'occupe de ça. Il a à son actif le responsable suivi évaluation qui l'accompagne à avoir les données et à faire le suivi de la planification et de l'atteinte des objectifs à travers des outils qui sont élaborés. Je ne vais pas trop vous embrouiller avec ces trucs techniques-là. Donc,
Après ça, il y a aussi les superviseurs qui sont recrutés sur les projets. Il y a les animateurs qui sont recrutés sur les projets. Tout ça, ça dépend de la configuration du projet. Ça dépend de l'envergure du projet que nous avons. Les chargés de projet sont au niveau souvent communal, départemental ou régional. Ça dépend de l'envergure du projet, de la taille du projet, de l'objectif, de la durée. Donc tout ça là, mélangé, c'est ça qui donne ça. Tout à l'heure, nous allons parler un peu des profils qu'il faut et autres. Mais déjà, je peux déjà rapidement revenir là-dessus. Pour être coordonnateur de projet et autres, il faut avoir au minimum le bac plus sec. Au minimum. Aujourd'hui, pour être facilitateur ou animateur, il faut avoir minimum la licence bac plus 3. Au poste de superviseur, c'est souvent ceux qui ont fait les sciences de gestion et plus spécifiquement les questions de statistiques et autres. C'est eux qui sont souvent recrutés au niveau des postes de superviseur et de suivi-évaluation, surtout de suivi-évaluation. Aujourd'hui, on est en train de quitter progressivement superviseur pour aller vers responsable suivi-évaluation. C'est lorsque les données à collecter et à traiter ne sont pas du tout, ne sont pas nombreuses, ne sont pas importantes. C'est lorsque ces données ne sont pas importantes qu'on recrute souvent des superviseurs qui collectent les données, qui les centralisent, fait les rapports, les envoient aux responsables projet ou aux coordonnateurs projet qui, eux, maintenant, essaient de travailler ça. Alors, je vais m'en arrêter là. On revient sur administration et finances. À ce niveau, on recrute des secrétaires administratifs. Hommes ou femmes, ça dépend. On recrute des, des chargés, des personnes chargées des ressources humaines qui s'occupent de la carrière, qui s'occupent de la logistique. Au niveau de la logistique, on va y revenir encore. On recrute également, administration et finances, on recrute les financiers, les comptables. C'est à ce niveau qu'on parle des administrateurs, qu'on parle des comptables, qu'on parle du DAF, directeur administratif et financier, comme je l'avais dit tout à l'heure, ou responsable du département administratif et financier. Donc, on recrute des comptables. Les comptables sont sous les DAF. Les chargés des opérations, c'est souvent ceux-là qui travaillent au niveau de la logistique. Donc, tout à l'heure, je vais revenir dans des rubriques, dans d'autres rubriques. Donc, à ce niveau, voilà comment ça se passe. Troisième niveau, communication et plaidoyer. À ce niveau, on recrute des spécialistes du domaine de la communication. Et on recrute également des chargés de plaidoyer. Déjà, il y a le profil que je suis en train de ressortir à ce niveau. Donc, quand on veut recruter au niveau du document de la communication et du plaidoyer, du service communication et plaidoyer, on recrute ceux qui ont fait minimum bac, licence, master dans le domaine des télécommunications, dans les trucs de reportage, montage, journalistes mélangés. Souvent aujourd'hui, les ONG n'aiment pas recruter des gens qui sont pointus et, et ne font que ça. Celui qui, par exemple, a fait les trucs de montage vidéo et autres, et en même temps, un peu de rédaction journalistique, on préfère celui-là que celui-là qui a fait simplement la communication, montage vidéo, et on ira encore recruter quelqu'un pour rédiger les articles. D'où aujourd'hui la nécessité d'être polyvalent, même si on a un domaine spécifique dans lequel on excelle, on doit ajouter d'autres petits ingrédients qui vont vous permettre d'être plus compétitif sur le marché d'emploi.
En dehors de ça, nous allons aborder la santé et la médecine. À ce niveau, souvent, c'est c'est souvent compte tenu du projet, hein. Si c'est un projet lié typiquement à la santé, on recrute les médecins, les infirmiers, les, les agents sociaux. Les agents sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont sortis euh, des écoles sociaux là, au niveau de euh, l'INGEPS là. Souvent, eux, on recrute à ce niveau. Dernier niveau, logistique et ressources humaines. À ce niveau, on recrute souvent les logisticiens, les responsables des ressources humaines qui ont fait, ça dépend, la licence, le bac, et les bacs spécifiques, hein, les bacs spécifiques là, ce n'est plus les bacs plus crus là, hein, les diplômes techniques, hein, ceux qui sont sortis des lycées et autres là, c'est eux, on recrute à ce niveau. Le constat général que je peux faire à ce niveau, c'est qu'aujourd'hui, les ONG sont de plus en plus réticents au recrutement du personnel ayant le bac plus ou le BPC. Le BPC surtout est révolu depuis un bon moment. Donc, les animateurs, les facilitateurs que nous recrutons aujourd'hui, c'est souvent ceux qui ont un niveau, un background donné. Ça dépend aussi du projet, de la thématique abordée, du problème à résoudre, que les profils sont définis. Alors, voilà un peu ce que je peux dire au niveau des postes disponibles au niveau des ONG. Pour finir, je vais aborder les offres d'emploi et là où on peut les retrouver. Je crois que c'est ce que beaucoup attendent, hein, malgré les explications que j'ai données en haut, beaucoup attendent ce niveau. Alors, les offres sont disponibles sur les sites des ONG pour aller, pour postuler, pour rechercher des emplois, des postes. Il faut aller sur les sites des ONG, il faut aller consulter régulièrement les sites des ONG. Il y a d'autres qui font abonnement. Que moi, en toute honnêteté, je n'ai pas fait jusque-là aussi. Et il y a des plateformes de recrutement qui sont disponibles. Et il y a des plateformes telles que Humanitalent, il y a Emploi, les plateformes telles que Emploi Humanitaire, il y a les plateformes telles que Coordination Sud. Moi, je reçois souvent, surtout Coordination Sud là. Lorsque vous allez sur cette site-là une ou deux fois et vous vous inscrivez, vous recevez des notifications au niveau de votre portable chaque fois quand une structure publie des Vous avis de pouvez, recrutement. vous pouvez envoyer les liens dans le chat ou Oui, les noms. oui, oui, oui. Ouais, Ok. ouais, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout à l'heure beaucoup de liens même, hein, en fonction de, selon chaque, euh, comment on appelle ça, selon chaque domaine, vous Dans aurez le chat et aussi dans le groupe oh, aussi. dans le chat, c'est bon, bien dans le groupe. Dans le groupe, c'est mieux. Dans le groupe serait mieux, là, vous allez pouvoir récupérer Oui. et permettre à ceux qui n'ont pas suivi de suivre. Donc, tout à l'heure, Oui. à la fin, je vais vous les balancer. Donc, vous pouvez aller sur les sites web des ONG nationales et internationales pour vérifier s'il y a des opportunités, pour aller sur les plateformes de recrutement, pour aller même sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça pullule, hein, les gens publient ça. Donc, souvent sur les plateformes là, c'est plus régulier. Donc, voilà un peu, chers amis, ce que j'ai à partager avec vous ce soir et je suis disponible pour répondre à vos différentes préoccupations. Alors, je suis à vous. Merci. D'accord, merci beaucoup, directeur, pour cette belle présentation que j'ai pris le plaisir de suivre de bout en bout. Je n'ai qu'à vous dire merci. Et comme vous l'avez promis, envoyez déjà les liens sur les forums. Et je laisse la parole à ceux qui veulent intervenir. Je vais d'abord
demander spécialement à Madame Siracide on veut l'écouter, ne serait-ce que quelques minutes. Merci. Effectivement, hein, tu as raison, coach. J'oubliais que j'avais un sachant ou une Une, sachante non, une dans le lot. assistante plutôt. Voilà. Une assistante. Pardon. Faut pas nous embrouiller ici, là. Faut parler, merci. Merci beaucoup, cher coach. Merci, monsieur Novide, pour le développement. J'ai suivi de bout en bout et sincèrement, je vous dis merci. J'ai encore gardé mon carnet à côté pour noter quelque chose, quoi. Donc, j'ai eu un plus là-dessus. C'est vrai que ce sont des notions que je connais, mais on ne finit jamais d'apprendre. Pour ça, ils nous ont des volets, quoi. J'ai appris d'autres choses et ça va m'aider dans mon domaine. Sincèrement, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. OK, merci à vous. On va faire On va... rétention. Vous dites? Qu'elle ne fasse pas rétention d'informations. Du tout pas, hein, du tout pas. Hein. Rétention, pourquoi? Je suis dans du bruit, quoi. Voilà. OK, d'accord. J'ai voulu spécialement écouter, si le coach le permet, hein, Madame Audrey, avant de laisser la parole aux autres. Madame Audrey, Là. Chacun impatiemment vos questions. Je sais pourquoi je le dis. Merci. Franchement, j'ai rien suivi, donc je ne pourrais rien poser comme question. Je viens à peine d'arriver, j'ai rien suivi de la réunion. Donc je ne pourrais malheureusement pas poser de questions. Désolée. OK. Madame Mélodie. Elle est avec nous? Oui, monsieur Novide. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je salue tout le forum. J'ai pris le train en marche. Franchement, j'ai oublié complètement qu'on avait un jeune ce soir. J'étais dans les points et j'ai dit, bon, il faut que je prenne le portable pour voir ce qui se passe. Et là, j'ai compris que Madame Siracide m'a fait appel aussi. Donc, j'ai commencé par suivre un peu tardivement, mais j'ai pris bonne note de ce que j'ai suivi, en fait. Je sais que, comme le coach a enregistré, dès que je vais revoir ça, je vais revenir dans votre ligne parce que j'ai l'habitude de vous gêner de façon là, monsieur Novide. Puisque mon objectif, comme je l'ai dit cette année, c'est de rentrer dans des projets. Et j'ai compris que, en réalité, ce n'est que par les ONG, ou bien, monsieur Novide, ce n'est que par les ONG on peut avoir accès à un projet. Oui, c'est bien ça, Voilà. mais pas forcément. Hein. Pas forcément. Okay. Ça permet d'avoir la main. OK, d'accord. Bon, les ONG sont à but non lucratif, n'est-ce pas, monsieur Novide? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Je crois que si réellement je veux avoir accès à ça, et comme le coach l'a dit, si vous envoyez les liens, je crois que je vais m'inscrire sur ça et avoir de temps en temps les avis de recrutement. Monsieur Novide, si vous envoyez les liens, vous allez aussi rester disponible pour que les gens puissent vous appeler. Hein? Il n'y a pas de souci. Okay. Là, vous allez pouvoir nous aider. Parce que pour un projet où on doit postuler, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on demande. Et parfois, moi, franchement, je me perds. Ce n'est pas parce que j'ai le bac plus 5